pour partir le command line, c'est Application, Accessoires. C'était une feinte. Application, c'est Utility. Et tu l'as en bas, Terminal en bas. J'installe-tu les mises à jour s'il y en avait? Non, bah regarde, ne charge pas la machine inutilement pour le moment. On va pas faire les mises à jour, tu pourras les faire plus tard pour le plaisir, quand tu seras à ton poste ou ailleurs. Comme j'avais dit, juste s'assurer. Bah, il est à côté de ton point. Non, ça marche pas ça. Non, c'est ça, ça marche pas sous Linux. C'est Alt un code. C'est vrai en plus. Bip. Ok, bon, on va commencer, c'est pas grave, sinon de toute manière je vais l'afficher sur l'écran là. J'ai juste avancé un petit peu l'écran. Ok, c'est juste pour... ensemble. Donc comme j'ai dit, bon, pour tout ce qui est la partie de l'interface graphique suite à l'installation, je vais vous laisser vous amuser vous-même avec ça. C'est assez intuitif là, ou pas, mais en tout cas pour moi ça l'est très. Donc je vois pas l'intérêt de faire l'interface graphique et en même temps c'est quand même assez convivial en tout cas. Donc je pense qu'on va surtout capitaliser sur le système de la command line parce que c'est vraiment un atout du système d'exploitation et qui est moins intuitif, surtout quand on a plus l'habitude d'utiliser Windows. Donc la command line, l'avantage c'est que ça va nous permettre de faire la gestion aussi des serveurs et aussi bon, on peut avoir un Linux qui est caché dans le garde-robe puis on peut quand même l'administrer. On n'a pas du tout besoin d'avoir un clavier, une souris, un écran qui serait connecté dessus. Donc c'est vraiment ça l'avantage qu'on va aller chercher avec la ligne de commande. Et aussi la ligne de commande elle est uniforme, peu importe qu'on utilise un Ubuntu, un Red Hat, un Arch Linux, peu importe. Donc on va se retrouver avec une uniformité des commandes et même plus loin que GNU Linux des systèmes Unix. Donc si on regarde au niveau du shell, donc l'interpréteur de commande, il y en a plusieurs qui existent. Dans la formation ici, on va se concentrer sur Bash, parce que c'est celui-là qui vient par défaut sur l'ensemble des Unix, l'ensemble des GNU Linux, mais il y en existe plusieurs qui sont par exemple le Korn Shell, C Shell, TC Shell, Z Shell. Ça c'est tous des interpréteurs de commande. Que ça change dans la vie, c'est quoi la différence entre le bash qu'on va voir et ces shells là, en fait c'est qu'on va commencer à utiliser des caractères spéciaux ou les raccourcis. En fait il va y avoir des raccourcis qui sont différents de l'un à l'autre. Donc exemple, par exemple quand on veut lister les fichiers puis qu'on met une étoile, l'étoile pourrait être interprétée différemment. Est-ce que le point d'interrogation sera interprété différemment? Où on va aussi trouver une grande différence dans les shells, c'est qu'on va commencer à faire du scripting. Donc le langage de scripting d'un shell à l'autre peut varier, ainsi que la configuration bien entendu qui peut varier de l'un à l'autre. Donc comme je disais, on va se concentrer sur sur Bash et principalement donc ce qui est configuré par défaut avec Ubuntu. Mais on va voir qu'on peut le customiser comme on veut par la suite. Donc si on regarde le shell, comment il va se présenter. Donc si je sais pas si vous avez la machine, on peut regarder aussi ensemble. Donc application, utility, terminal. En haut à gauche. Encore là, ça dépendrait de votre... c'est vrai. C'est vrai, moi j'ai changé mon interface, vous êtes avec Unity. Ouais, l'Unity marche pas quand je projette, c'est ça mon problème. Si vous cliquez sur le bouton Ubuntu en haut à gauche, ouais, c'est ça le... Ouais. Vous avez une boîte qui s'affiche. En haut complètement, vous avez comme la possibilité de faire un search. Et ouais, c'est ça, écrire terme, T-E-R-M, donc là pour terminal, et vous devriez l'avoir.
Ça a marché? Dans quoi? Text editor? Je sais, j'en ai pas. Euh, Parfait. Donc si on regarde le terminal, bon là on voit comment il se découpe le terminal. Ça ici c'est l'invite de commande qu'on a. Et la première partie, ici, c'est le nom d'utilisateur. Donc évidemment moi j'ai mis Tebutri. Vous devez avoir un autre nom que vous avez défini. Suivi du commercial et le nom de la machine sur laquelle vous êtes. Moi j'ai mis Tebutri formation. Vous, je ne sais pas ce que vous avez mis lors de votre installation. En fait, ça va nous permettre de distinguer je suis sur quel serveur, je suis connecté en tant que qui. Donc quand on se connecte, surtout avec beaucoup de machines ici, à un moment donné, faut que tu puisses voir, ok, je suis rendu où dans mes différentes connexions. 2 points. Là ici, vous voyez, ben là, on voit pas très bien dans la projection, mais c'est un tilde qui est là. Le tilde représente le home directory, donc le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc comme on avait vu, ça fait /home /Tebutri. Si je change de répertoire, on va voir que, donc si je vais dans TMP, donc on voit, là c'est écrit /TMP. Donc ça me permet de savoir la première partie, qui je suis, où je suis en termes sur le réseau et où je suis sur le file system. Donc dans l'arborescence à partir du /. Et par la suite, j'ai le signe de $ qui me permet de dire, ok, bon ben là c'est terminé, et là tu peux commencer, on voit le clignotement. Ça va? Ça encore, on va voir quand je vais me connecter sur mon serveur personnel. Ça, moi j'ai changé ça pour avoir un look and feel plus que moi je préfère. Ça, c'est la personnalisation par la suite. Mais l'ensemble des distributions Linux fournissent cette nomenclature. Okay. Il y a une particularité. Ici, c'est un signe de $. Mais quand je suis en tant que l'utilisateur root, donc l'administrateur, pour que visuellement je le vois mieux qu'il y a un problème, c'est le pound key qui est là, donc le dièse. Comment? Non, si on le fait l'exercice, sudo c'est moins. Donc je passe en tant que root, et là donc je suis connecté en tant que root sur la machine Tebutri. 2 points, je suis dans mon répertoire personnel, dans le cas présent c'est /root, et on voit maintenant c'est un dièse qui est présent. Ouais. Donc ça permet en fait de voir visuellement que les commandes que je vais faire, il faut que je fasse plus attention parce que je suis en route. Okay. Et aussi, ça va être souvent beaucoup utilisé dans les documentations. Donc dans les docs, on voit que ils mettent un signe de $, avant. Donc ça veut dire que c'est cette commande à utiliser en tant que user régulier. Et ils vont mettre un dièse pour dire bon, ben ça, faut que tu sois administrateur pour faire ça. Donc on va souvent le voir. Ok. Comment on interprète, comment on communique avec le shell? Donc on donne une commande suivie d'options et après des arguments. Donc les options sont généralement, on le préfixe avec un tiret avant. Donc je vais dire bon, fais telle commande, telle option, donc -L, -P, -T, peu importe là. Donc les options qui vont se retrouver et après l'argument à la fin. Donc fais ça sur tel fichier dans tel répertoire ou telle URL. Donc ça va être comme ça que ça va être composé l'ensemble de la syntaxe d'une commande. Si on regarde, donc je fais la commande ls sans argument. On va le voir plus tard, c'est pour lister les fichiers. Je fais la commande ls en donnant l'option L. Et je lance la commande ls avec l'option L et l'argument TMP. On voit que ça fait la même chose, hein, grosso modo. Là. Mais donc c'est ça. Le tiret, c'est l'option et le TMP, c'est l'argument. C'est la structure d'une commande de manière générale.
Le tout à chaque fois, oups, c'est des espaces qui délimitent les arguments et les options. C'est ce qui est la norme. Par défaut, ça pourrait se customiser, mais après ça deviendrait peut-être un peu le bordel si on commençait à mettre un... Si j'ai plusieurs arguments, je les aligne, je mets un espace après. Ah. Je vais faire la même chose, espace T, R, par exemple. Oui, je peux faire LTR aussi. Les deux fonctionnent. Et on a la nomenclature courte et longue. Donc ls-l ar tmp. Mais je peux aussi utiliser tiret long quand c'est la nomenclature longue. Donc là ici j'ai mis l'option mais en long. Et en plus c'est long. Qu'est-ce qu'on se marre. Et ça marche pas. Et tiens, dans ma gueule. Bon. Par contre, le help marche. tirer help ou -h. Ah, ça marche même pas, h. Tiens. Ouais, je suis étonné. Parce que parfois ça dépend, faut lire le manuel. Et on verra tout à l'heure comment voir le manuel pour savoir les options qui sont disponibles. Non, non, c'est une commande utilisateur, donc ça devrait marcher out of the box. Ok. Donc là, on va voir les quelques commandes de base. Puis après, on fera un petit exercice juste pour le mettre en pratique. Bon, là, je sais que c'est pas... pour ceux qui ont déjà l'habitude ou qui ont déjà joué avec Unix, c'est le B à bas. J'ai essayé de voir des petites options intéressantes. Moi, j'en ai appris une ou deux quand même, en regardant le manuel, là, juste pour voir qu'est-ce que je pouvais rajouter pour donner un petit plus quand même. Donc, si on regarde, déjà... Parce qu'à un moment donné, on se balade dans l'arborescence, on est un petit peu perdu, on oublie de regarder le début de la ligne de commande. PWD. Donc PWD va me permettre de voir où je suis dans l'arborescence. Donc on avait vu un peu plus tôt, si je retourne à la racine, je vais juste effacer l'écran. Donc, à la racine, si je fais PWD, donc on voit bien, effectivement, je suis dans mon home directory, donc /home. /tbootry. En fait, tbootry étant mon usager avec lequel je suis connecté. Non, normalement... Ah, parce que tu as passé en route. Tu es à la racine. Fais juste... Ouais, et si tu veux céder ton nom d'utilisateur, donc ouais. Là, tu vois, tu es en tilde, et si tu fais PWD, c'est dans ton home directory. On va le voir, justement, comment se déplacer à l'intérieur de la structure. On va utiliser la bonne vieille commande cd, qui va me permettre de changer de répertoire. Donc, cd point qu'on utilise à peu près jamais, qui me permet de aller dans le répertoire lui-même, donc on n'utilise pas vraiment. cd point point qui me permet de revenir un coup dans ma hiérarchie. Donc si je suis dans /home tbootry, comme on avait vu, donc c'est là que je suis. Hop. Je suis dans mon home tbootry. Donc je suis donc là. Si je fais cd point point, hop, je remonte d'un répertoire, cd point point, et je réaffiche le répertoire. Je suis rendu dans le home. Ok. Je vais retourner dans tbootry. Je peux cumuler en fait les changements de répertoire. Donc si je suis donc dans tbootry, je fais cd point point /point point. Donc je suis là, mon premier point point me permet de retourner dans le home et mon deuxième point point me permet de remonter donc de 2 répertoires. Hop, si je fais PWD, je suis à la racine.
Autant il y a pas de, il y a peu de limitations. En fait, on va se retrouver plutôt avec une limitation de la longueur sur la ligne de commande, mais en termes de la nomenclature de point, etc., tu vas pouvoir remonter. D'ailleurs, fais un peu, regarde, hop, je peux remonter. Donc là, on voit, je remonte de répertoire, mais une fois que je serai monté de 2, là, je suis à la racine, je peux plus monter plus haut. Okay? Ça va quand même fonctionner, mais il me ramène le plus haut qu'il a pu aller. Donc il n'y a pas de limitation en fait. Là. Puis si j'ai fait une erreur, là, ben, ça me permet d'être bloqué à la racine, si on peut dire. Okay? Donc si je retourne encore dans Home T-Boutry, je peux aussi changer, comme je l'ai fait un peu plus tôt, aller directement à /tmp, donc lui donner le chemin au complet à partir de ma racine. Oups. MP. Tout dépendant, ça peut être plus rapide d'utiliser donc PWD. Je suis remonté à la racine. Ben, dans le répertoire TMP. Je peux combiner les deux, donc cd // home T-Boutry. Donc ici, je suis dans TMP, je remonte à l'intérieur du slash et je redescends pour retourner dans le slash, dans mon home directory. Effectivement, il est inutile. Par contre, ça peut être intéressant pour si j'ai un site web puis que je veux mettre un référence vers un nom de fichier, je peux pas nécessairement savoir où je suis dans l'infrastructure, donc ça peut être utilisable pour... mais dans le cas présent qu'on regarde, il est totalement inutile. Non, non, il n'y a pas de bonne pratique là. En fait, moi, je l'aurais pas mis dans tous les jours. En fait, moi, je vais essayer d'économiser au maximum mon nombre de caractères. C'est ce que je vais chercher. Ça va être, je pense que en fait, c'est ce qu'on appelle la nomenclature, le chemin relatif et absolu. En fait, j'ai le chemin qui est absolu, donc qui est face à la racine, donc au slash. Donc quand je donne mon chemin, par exemple, home T-Boutry, ça c'est, je l'ai un peu plus bas d'ailleurs, hop, je vais revenir. Ah ben là on voit pas tout là. Donc si on prend ici le home John par exemple, mon chemin absolu c'est toujours en référence à la racine. Donc quand je donne un chemin, par exemple home John, ça va être slash, et après je vais partir donc de ma racine. Voilà, c'est export home John. Donc tout le temps, peu importe où je suis, si c'est la nomenclature, le chemin absolu, ça sera, je peux être n'importe où, vu que je démarre toujours à la racine, mon chemin sera toujours bon en fait, parce qu'il part de la racine. Okay? Le chemin relatif, il est relatif à la position où je suis. Donc, si je suis par exemple dans le répertoire home et que je vais aller dans John, à ce moment-là, je peux faire cd John. Donc là, je suis ici. Hop, il va juste aller là. On s'entend que si j'étais dans le répertoire TMP et que je fais cd John, il va me dire, ben John, il n'existe pas. Je ne sais pas comment y aller. À ce moment-là, si je veux faire encore une notation relative, donc je suis dans TMP, il faudrait que je dise cd ... export home John. Encore une fois, on voit que le point est inutile. Par contre, c'est une nomenclature relative. C'est relatif à la position où je suis dans le file system. Non, en fait, je suis pas obligé. Si je le mettrais, ça serait à la fin que je pourrais le mettre. Parce que si je le mets au début, je fais cd / John, ben il va le chercher ici, il va le chercher là. Et il le trouvera pas, évidemment. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Okay, c'est la même. La seule différence, c'est que ma racine
mon absolu, il est face au slash, alors que l'autre sous Windows avec ses 2 points ou peu importe. Ok? Petit raccourci, quand vous voulez retourner dans votre répertoire personnel, comme j'ai peut-être fait par réflexe, je suis dans TMP, je veux retourner à mon répertoire personnel, encore une fois dans la question d'optimisation, à réduire le nombre de caractères que je tape, CD, et là je suis rendu dans mon répertoire personnel. Donc CD, pas d'argument, il me ramène dans mon home directory, peu importe où je suis. ETC network par exemple, hop, je fais CD, il me ramène dans mon home. Bien sûr, j'aurais pu aussi faire CD tilde, c'est la même chose, mais ça me fait une touche de plus. Donc j'aime moins. Donc souvent, vous allez me voir quand je travaille, je vais retourner dans mon home, CD, enter, je suis retourné dans mon home, puis je peux continuer à retravailler. Bon, là, c'est quelques exemples que je faisais. Des questions? Non? Je vais boire un peu d'eau. Ça va être génial dans le micro, ça. C'est pour ça que je l'ai précisé avant de boire. quand il va falloir que je le coupe, là. Ok, donc on va continuer avec le ls. Donc c'est bien qu'on puisse évoluer avec CD dans l'ensemble du file system. ls va nous permettre de lister les fichiers qui sont présents. Donc, encore une fois, ls tout court me liste les fichiers qui sont à l'intérieur du file system, dans le répertoire courant dans lequel je suis, mais je peux donner en argument lstmp pour lister les répertoires distants. Donc là, j'ai listé les fichiers dans TMP, mais je suis toujours resté dans mon répertoire personnel. Donc je liste ce qui est plus loin, en fait, dans l'infrastructure. Bien entendu, je peux toujours faire cd tmp et ls, mais on s'entend que c'est plus d'efforts pour le même résultat. Ok? J'ai plusieurs arguments qui existent. Donc, le L qui me permet de lister avec plus d'informations. Donc, je vais avoir les permissions qui sont au début. Donc, la première partie. Le nombre de références au fichier, on verra un peu plus tard. Le propriétaire, donc le user qui own le fichier. Le groupe, donc là on voit c'est le même, mais ça pourrait être différent. La taille, la date de création et le nom du fichier. Ou du répertoire, dans le cas présent c'est un répertoire. Ouais, c'est qu'ils ont... ls-l, donc dans mon home directory, donc on voit j'ai des fichiers qui sont un peu plus gros, le ISO de Ubuntu bien entendu. Je peux utiliser encore donc ls, option L et en argument tmp qui me permet de voir plus loin. Ça, là, le D, le D, ça c'est l'attribut, donc on voit ici j'ai D pour les répertoires. Fait, ça me dit que ça c'est un directory. Mais en même temps, aujourd'hui on le voit avec aussi la couleur, vu que c'est en bleu. Et si j'ai pas comme le fichier Ubuntu ou le fichier password, ben ici j'ai juste un tiret pour dire que c'est un fichier régulier. Un regular file. Ok. Autre option, ls-a. Le "-a" va me permettre de afficher les répertoires ou les fichiers cachés. En fait, ils sont plus ou moins cachés, ils sont juste pas affichés quand on utilise ls par défaut. C'est tout ce qui commence par un point. Pourquoi ces fichiers-là, c'est des fichiers de configuration, comme le bash rc, le bash log, le bash historique, les configurations de GNOME que j'ai. Vous devez en avoir un peu moins que moi, parce que moi j'ai fait quelques tests, mais c'est des fichiers de configuration pour l'utilisateur connecté. Là actuellement, tout le monde l'a, mais
il est possible de mettre color. Si vous arrivez sur une machine puis il n'y a pas la coloration qu'on voit, vous pouvez mettre color à auto, ou si on désirait enlever la couleur à none, donc on voit j'ai perdu la coloration qui a été faite. Parfois quand on a un écran qui affiche mal la couleur, ça peut être intéressant de la désactiver là. Est-ce que les couleurs représentent certaines... Oui, en bleu, ça va être des répertoires. En blanc, c'est des fichiers réguliers. Puis après, tu as différents codes. Là, c'est du vidéo, du média, en mauve. Là. Ouais, tout est configurable, en fait, là-dessus. Oh. Ok. Après, il y a des arguments qui peuvent être combinés. Donc, si on regarde... ls, donc si je regarde var log, je peux sorter le résultat avec t, sorter par le temps. Si je fais ça, ls-lt, il va sorter le résultat, non plus par nom, parce que par défaut, il sort avec le nom, donc le A arrive avant le Z, et le t va me permettre de sorter avec le temps. Le problème, c'est que par défaut, quand il fait son sort, il m'affiche en premier les fichiers les plus récents et à la fin les plus vieux. Sauf que moi le problème c'est comme on voit, quand je tape là, moi ce que je veux voir c'est en bas les fichiers les plus récents. J'ai pas envie je veux pas scroller pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc ce que je dis c'est lstr pour reverse. Donc je reverse pour que hop, les nouveaux fichiers soient en bas et les plus vieux ils soient en haut. Donc ça c'est une commande que surtout pour visualiser les logs là, tout le temps, parce que ok c'est quel dernier fichier qui a été. Il n'y a pas 15 minutes que j'utilise pas ça, ou presque. Ok. Ouais, on va revoir ça dans les optimisations, comment devenir un ninja avec Bash là. Oui, il y a la récupération d'historique des commandes qui sont présents avec flèche par en haut qui me permet de récupérer tout ce que j'ai eu et flèche par en bas pour les... Toi l'inverse, j'ai reçu le... je sais pas. En une commande là. Non, c'est pas directement dans ls pour juste lister les fichiers. LD. Ouais, il va m'afficher juste celui-là. LD. Ah, ça le fera pas. Il t'affiche juste le répertoire en fait. Je sais pas s'il faudra regarder le manuel pour le... Et -h, parce que là on voit la taille des fichiers, c'est pas très user friendly. -h, il te permet d'afficher. Ouais, là j'ai pas des. Je vais retourner ls-h. Ok, c'est un peu mieux. De lister la taille des fichiers, mais en meg puis en k. Donc c'est plus facile à voir que quand je fais un ls-l. On voit par exemple le fichier ISO, c'est quoi la taille? Ah ouais, ok cool, attends, je sors ma calculatrice. Là. Donc avec -h, au moins il me dit, bon ben c'est 995 MB. C'est visuellement plus facile à voir. Des questions? Non? Lister le contenu d'un fichier, cat, et je peux donner le fichier, tc password, que je vais souvent utiliser. Hop, il me liste le contenu du fichier. Okay. Avec -n me permet d'avoir le numéro de ligne en préfixe. Donc, peut être intéressant selon le cas, surtout quand on envoie de la documentation, un billet de support. Là, ah, j'ai le problème à la ligne 32. Le problème de cat, c'est que si je fais cat de /log boot.log, c'est très long en fait. Et
il faut que j'utilise la scroll bar pour pouvoir voir le résultat. Ok, donc ça c'est un peu ennuyeux. Il existe less ou même l'équivalent more qui existe sous Windows là, pour lister le contenu d'un fichier mais de manière paginée. Oh, il sort pas super bien dans le cas présent parce qu'il y a des codes de couleur. Là. Mais là ça me permet de lister le fichier et de me promener dedans. Vous utiliserez peut-être moins au début less puis more, mais juste pour le nommer. Non, less puis le nom du fichier. Il n'y a pas le cat. Le less c'est une nouvelle commande indépendante du cat. Il y a more aussi qui existe là. Moi j'utilise plus less que more, mais bon. Encore des petites commandes pratiques pour afficher head puis tail qui me permet d'afficher les 4 premières lignes. Donc je me dis head -4 le nom du fichier. Par défaut, head sans argument affiche les 10 premières lignes. Donc, Q. Ah, excusez, je le fais par réflexe. Merci Eric. Là. Q pour quitter pour quand on est dans le less, sinon il reste dans le pagineur. Ça, c'est strictement pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans le fichier d'une façon. Paginer, c'est ça, sans être obligé d'utiliser la scroll bar. Puis le more, c'est juste faire 4. More, c'est la même chose, il fait de la pagination, sauf que quand le more, quand il est à la fin, il quitte, puis il te redonne la main. Ok, donc head pour afficher les premières lignes, les 10 premières par défaut, tail les 10 dernières. Puis je peux donner -2 pour afficher juste les 2 dernières lignes. Donc l'argument ici va me donner le nombre de lignes que je veux qu'il affiche. Ok. Ouais, jusqu'à concurrence du nombre de lignes qu'il y a dans le fichier. Ok. Ouais. Comme une... Pour créer des répertoires, mkdir le nom du répertoire qu'on veut créer. Donc bonjour par exemple. Là il m'a créé le répertoire bonjour qui est le premier en haut. Donc mkdir pour make directory. Encore une fois, j'aurais pu dire créer le répertoire à l'intérieur de /tmtp. Donc là, une représentation avec le chemin absolu. Ça va? Ah. Si je vais dans bonjour, puis que je décide de créer une structure. Donc bonjour, vous allez bien, par exemple. Donc là, je vais créer plusieurs répertoires à l'intérieur de la structure. Donc là, je voudrais créer 3 répertoires. Si je fais ça, là, il va me dire, oh, il n'est pas capable de faire. En fait, il faudrait que je fasse mkdir vous, mkdir vous allez, puis mkdir vous allez bien. Donc il faudrait que je fasse 3 commandes pour réaliser l'opération. Ok. Là, je les ai pas fait. Là, j'ai cancellé à chaque fois mon opération. Je peux faire le make en un seul coup avec -p. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va me créer l'arborescence pour que ça concorde. Donc -p, en fait, il me crée les répertoires par an. Ça peut être pratique pour économiser du temps, encore une fois. Le copie de fichier, cp, mon nom de fichier que je veux copier, password, et dans quel répertoire je veux le mettre. Je vais le mettre dans le répertoire vous. Je peux mettre plusieurs fichiers
Et je vais les mettre, voilà. Je vais les mettre ici, hop. Cannot create regular file. Hop. Ouais. Ah, c'est que, là, pourquoi? Voilà. Ah oui. Point intéressant, il est possible de aussi lui dire de créer une structure. Donc si je fais USR share doc par exemple, puis là on va chercher quelque chose. Hein. Ouais, fiche ACPI, excusez, je cherche juste un fichier readme. Donc si je crée, je dis copie USR share doc ACPI readme dans le répertoire courant. Donc ici j'ai mis point, mais le où je suis. Je fais enter, là il m'a mis readme. Ah merde, mais moi ce que je voulais c'est qu'il crée toute l'infrastructure, toute l'URL. Si je fais cp oups, et je lui dis parent dans point, je fais ls, là au lieu de me copier juste le fichier readme, il m'a refait toute la structure share doc ACPI. Donc au lieu de faire des mkdir pour créer la structure, avec un cp, hop, il m'a tout recréé l'arborescence. Ça c'est très intéressant pour gagner du temps. J'ai deux exemples aussi à l'intérieur de la doc. Deleter, justement, j'y arrive. Ça va être rm. Donc si on reprend, bonjour. rm mon fichier, et si je veux supprimer un répertoire, rm rf, donc récursif, ma f c'est pour pas qu'il me demande si je suis sûr, usr, et là il va supprimer récursivement. Ça va? Finalement je pense pas qu'on a le temps de faire l'atelier. Renommer un fichier, move, donc si password, je vais le nommer password, donc là, ou en fait c'est je le coupe, copier, coller, je le move, donc même si c'est dans le même répertoire, ben il est à ce moment-là renommé. Je pourrais aussi le déplacer dans /tmp, donc il est plus dans mon, je le move de mon répertoire vers /tmp. Et à ce moment-là, si je liste par le temps en reverse, hop, le groupe il est présent. Donc je l'ai mouvé et il est plus présent dans mon répertoire. Okay. Éditer un fichier avec un éditeur pauvre. Pico, password, vous en faites pas, on verra VI. Pico ou il y a Nano, en fait c'est grosso modo la même chose, qui nous permet d'arriver et d'éditer ce qu'on veut dedans. Et alors là, par contre, je vous aiderai pas parce que c'est CTRL O. Ici, on a la doc pour savoir comment faire, parce que moi, je le sais pas, donc je suis toujours en train de chercher en bas comment le faire. CTRL O pour sauvegarder, CTRL X pour sortir. Mais comme dit, j'utilise pas Pico Nano, mais ça peut dépanner selon le cas. VI. Ah, mais... Et on verra VI un peu plus tard. Des questions? Là, j'ai préparé un petit atelier, en fait, sur les commandes de base. Ça vous tente d'essayer. Sur le site web, donc si on regarde... au niveau de, donc quand vous arrivez sur le site, à la racine, on a les commandes de base et c'est donc atelier utilisation des commandes de base. On voit avec l'icône qui est un petit peu différent. Si vous cliquez dessus,
Vous arrivez là, hop. Et si, bon là on descend un peu là. Et là en fait il y a différents exercices à réaliser pour juste s'entraîner un petit peu à manipuler le tout. Si ça vous motive, vous pourriez, parce que je teste aussi un peu le produit pour savoir si ça marche bien. En bas, vous avez la partie pour mettre les résultats des commandes ou quelles commandes vous avez utilisées pour le faire. Parfois, il y a des commandes qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, si on prend la 2, il y a possibilité, il y a 2 puis 2, 1, mais on peut le faire en une seule commande. Si vous voyez comment le faire, ou faites-le en 2 commandes, peu importe. Là, c'est juste. Puis si vous avez des feedbacks sur. Tu l'as sur le site. Ouais, c'est ça.